à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, de l'immobilier et encore de l'immobilier. Tout d'abord avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à ce secteur. Focus pour aujourd'hui sur l'immobilier résidentiel neuf et sur l'immobilier de bureau. Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale, nous fera un bilan 2022 et nous donnera ses prévisions pour 2023. Et puis, dans Enjeux Patrimoine, nous parlerons crédit immobilier avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, et avec Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et on se retrouve donc dans les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à l'immobilier résidentiel neuf et surtout à l'immobilier de bureau. Retour d'abord sur l'année immobilière 2022 et puis on essaiera d'anticiper ce qui va se passer en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Éric, pour commencer, on va commencer par l'immobilier de bureau. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan global? Qu'est-ce qui s'est passé en cette année 2022 ? Alors avant de vous parler de l'année 2022, je voudrais d'abord vous dire que le marché immobilier de bureau s'est porté de très bonne façon jusqu'au Covid en 2020. Qu'après la période de confinement, il a repris, mais que la crise, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt ont fait rechuter ce marché. Donc, il faut apprécier la situation d'aujourd'hui en se souvenant que l'on sort de 5 années pendant lesquelles le marché a été très florissant. Alors aujourd'hui, le marché de l'immobilier de bureau est dans une période un petit peu délicate parce que nous sommes à la confluence de différents facteurs qui jouent en sens contraire. Premièrement, le télétravail. Je rappelle que les grandes entreprises ont d'abord eu des accords de 1 à 2 jours de télétravail, puis 2 à 3 jours, et dans certains cas même, 3 à 4 jours. Et donc, les surfaces nécessaires sont devenues moins importantes. Ce flex-office a été amplifié par le télétravail. Les gens, finalement, n'étaient pas très à l'aise avec le télétravail au départ, mais quand ils ont été confinés, ils se sont rendus compte que le télétravail présentait dans la vie quotidienne beaucoup d'avantages. Et donc, nous avons aujourd'hui une mutation du marché de l'immobilier de bureau vers un autre monde, avec une année 2022 en demi-teinte. Le début de l'année 2022 s'est plutôt bien tenu, mais à partir de la mi-2022, on a vu en immobilier de bureau moins de transactions, des transactions qui prenaient plus de temps et des opérateurs de l'immobilier professionnel tertiaire, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'immobilier de bureau, qui commençait à se poser beaucoup de questions. Comment ils ont réagi les investisseurs à tout ça ? Alors les investisseurs, ils ont finalement 2 solutions. Une solution tactique à court terme et puis une solution stratégique. La solution tactique de court terme, elle consiste simplement à baisser le prix des loyers. Ça s'appelle d'une façon pudique les mesures d'accompagnement. Donc, dans le marché immobilier tertiaire, on maintient facialement le loyer, mais on offre un certain nombre de réductions. Par exemple, à la Défense, où la crise aujourd'hui est importante, il n'est pas rare que sur un bail de 9 ans, vous bénéficiez d'un tiers, par exemple, de franchise. Ou bien on vous offre les aménagements intérieurs. Bref, la solution tactique des investisseurs face à la crise de l'immobilier bureau, c'est d'abord de baisser ce que l'on appelle les valeurs locatives. La deuxième solution, qui est plus stratégique, elle consiste simplement à garder les immeubles en patrimoine plutôt que de les vendre à la casse ou de façon dégradée. Après tout, c'est comme à la bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais du coup, est-ce qu'ils ont quand même continué à signer des nouveaux contrats, les investisseurs ? Moins. On a vu à partir de la deuxième partie de l'année 2022 que les investisseurs avaient un peu levé le crayon et qu'ils ne s'engageaient plus autant qu'avant. Et surtout, ils s'engageaient moins sur de grandes surfaces. C'est surtout ça qu'on a vu. Les petites surfaces, elles sont prises à bail ou elles sont achetées par des utilisateurs qui en ont besoin. Et comme les prix ont baissé des loyers, certains utilisateurs trouvent utile de reprendre des surfaces. Mais les grands investisseurs sont beaucoup plus prudents.
Une autre raison importante à mentionner, c'est que nombre des immeubles ne passeront pas la transition énergétique, le fameux décret tertiaire, et pour cette raison-là devront être réhabilités. Donc les investisseurs, stratégiquement, peuvent se dire « je le garde, je le transforme, je le restructure, et puis plus tard, je le relouerai ». Tout à l'heure, vous évoquiez les changements de mode de travail. Quels sont leurs impacts plus précisément sur le marché de l'immobilier et qu'est-ce que ça change en matière de stratégie d'acquisition immobilière Alors, la règle arithmétique est simple. Dans l'ancien monde, on avait un poste de travail par salarié. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se pratique chez les grands groupes, on est à 0,7. Ça veut dire que vous avez 7 postes de travail pour 10 collaborateurs. Et c'est pas compliqué de comprendre que vous avez, alors c'est pas complètement mécanique, mais presque un tiers de surface qui disparaît puisque par la force des choses, vous avez densifié. Et puis le télétravail à 3 jours par semaine, voire à 4 jours par semaine, a amené certains responsables de très grands groupes à réfléchir même à une semaine de 4 jours en se disant mais finalement les tours le vendredi elles sont désertes, pourquoi les laisser ouvertes? Et c'est cette réaction, cette réflexion aussi sur la semaine de 4 jours qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et comment débute alors l'année 2023 pour l'immobilier de bureau? Est-ce que pour vous c'est la grande incertitude? Alors je dirais, pour reprendre un poème célèbre, autant suspend ton vol. Je pense que personne n'a intérêt à ce que le marché entre réellement dans une crise. Donc les investisseurs sont prudents, les vendeurs sont prudents, on s'observe. Il y a un petit frémissement d'opération, on n'a pas encore observé d'importants décalages sur le prix dans l'immobilier de bureau pour des biens correctement situés. Et d'ailleurs, même sur Paris, on trouve encore des baux qui se signent à 1 000 € du mètre carré dans le quartier central des affaires, c'est-à-dire le haut du marché. Mais ça concerne évidemment quelques arrondissements, quelques micro-arrondissements de Paris. Donc, pour le moment, nous ne savons pas ce qui va se passer. La Banque centrale européenne a encore annoncé de multiples augmentations de taux et le marché immobilier déteste l'augmentation des taux. Alors merci pour ces perspectives et pour ce bilan 2022-2023. Je vous propose qu'on passe à l'immobilier résidentiel neuf. Quel bilan on tire de cette année? Quelle grande tendance se dégage selon vous, Éric? Alors sur l'immobilier neuf en France, ma vision est assez pessimiste. Elle est pessimiste parce que on ne produit pas assez de logements en France. On ne produit pas assez de logements en France parce que, pour tout un tas de raisons, les élus rechignent à délivrer des permis de construire. Lorsque les permis sont délivrés, ils sont attaqués, les procédures prennent énormément de temps. Et puis dans le même temps, les coûts de construction ont explosé et les taux d'intérêt qui permettaient aux particuliers d'acheter des logements ont aussi triplé. Et donc, on se retrouve à un moment où la configuration, en fait, de ce marché devient plutôt hostile. Donc, de ce fait, le marché est marqué par un ralentissement. On a, je crois, commencé aujourd'hui en France 376 000 nouveaux logements, alors qu'il en faudrait 500 000 par an pour correctement loger la population qui vit dans notre pays. Ça veut dire qu'on génère à peu près 150 000 logements qui manquent chaque année et qui devraient être construits. Donc, la situation entre les taux d'intérêt, l'inflation, la réticence des maires et par ailleurs l'environnement économique global, le taux de l'usure, fait que globalement c'est un marché qui est à la peine. Et il y a aussi l'inflation qui pèse sur les matériaux de construction, en plus de la délivrance des permis de construire, comme vous l'évoquiez, qui patine un petit peu. Quel impact ça a, l'inflation, sur la hausse des prix des nouveaux immeubles? Vous savez, dans une opération immobilière, il y a 2 choses qui vous coûtent cher. Le terrain et les travaux. Les terrains sont rares. J'attire votre attention sur l'un des effets de bord de la zéro artificialisation nette qui fait que les terrains constructibles seront de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Ça veut dire que pour réaliser 100 logements,
un promoteur paie beaucoup plus cher aujourd'hui son terrain qu'il ne le payait avant. Et puis en plus, et ça c'était totalement inattendu, les coûts des matériaux de construction et, d'une certaine façon, globalement, des prestations des entreprises du bâtiment ont aussi largement augmenté. Et les deux font que, bien que le marché immobilier global soit à la baisse, que les ménages aient du mal à s'endetter, eh bien, pour autant, les prix du neuf continuent à progresser. Mais alors, ça, c'est intéressant parce que est-ce que, du coup, l'immobilier neuf est accessible aux primo-accédants? Parce que c'est quand même en partie eux qui tirent le marché de l'immobilier. Alors, le marché se réduit pour les primo-accédants. Moi, j'appartiens à une génération dans laquelle 2 salaires élevés de cadres supérieurs débutants permettaient d'acheter dans Paris. Aujourd'hui, si vous prenez la génération de mes enfants, qui ont à peu près à l'âge qui est le leur, les revenus qui étaient les miens à l'époque, c'est impossible. Ce n'est plus possible que si vous bénéficiez d'une aide de vos parents qui apporte en fait un capital permettant d'acheter. Alors ça, je vous parle de Paris intramuros. Évidemment, si vous décidez de voler par vos propres ailes et d'aller vous installer à 1 heure de RER de Paris, probablement vous y arriverez. Mais la réalité, c'est que pour les primo-accédants, c'est toujours plus loin parce que c'est moins cher. Et ça, c'est une évolution évidemment qui est tout à fait regrettable, puisque tout le monde devrait pouvoir se loger correctement à l'endroit qu'il le souhaite. Pour conclure, Éric, quelles sont pour vous les grandes perspectives 2023 pour l'immobilier résidentiel neuf ? Alors, dans l'immobilier résidentiel neuf, je crois qu'un des points importants, ça va être le succès ou pas de la nouvelle loi Pinel, hein, la loi Pinel Plus, celle dans laquelle vous ne pouvez bénéficier des avantages fiscaux maximum qu'à partir du moment où l'appartement respecte un certain nombre de critères. La difficulté, c'est que les critères sont très qualitatifs et que donc les appartements sont chers. Ça veut dire que la loi Pinel, dans l'ancien système, permettait des volumes importants. Je pense que la loi Pinel Plus sera beaucoup plus élitiste et concernera finalement beaucoup moins de logements. Merci beaucoup. Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on s'intéresse à la situation actuelle du crédit immobilier sur Smart Patrimoine avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Bonjour. Bonjour. Et avec Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, il est devenu de plus en plus compliqué d'emprunter en 2022 avec des taux d'intérêt qui remontent. L'Observatoire Crédit Logement a d'ailleurs publié une étude assez alarmiste sur l'état global du crédit immobilier en France à la fin 2022. Une étude que nous évoquerons sur ce plateau. Mais d'abord, on commence par l'actualité. Le 1er février signe le début du recalcul du taux d'usure tous les mois pour une durée de 6 mois. Le taux d'usure qui, on le rappelle, est le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Il est passé à 3,79% pour les crédits de 20 ans et plus. Pour commencer, Julie Bachet, le recalcul du taux d'usure va-t-il redonner une bouffée d'oxygène au crédit immobilier selon vous ? On le souhaite, en tout cas, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui nous contraint depuis plusieurs mois maintenant et qui nous empêche d'accompagner autant de candidats à l'accession qu'on le souhaiterait. Là, on peut constater qu'en l'espace de 30 jours, finalement, avec une révision au 1er janvier, une révision au 1er février, c'est 0,74% d'augmentation du taux d'usure. Donc, on souhaite que ça apporte une bouffée d'oxygène ou en tout cas que ça permette de fluidifier le marché en évitant les à-coups que l'on pouvait avoir quand le calcul était fait tous les trimestres. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Villon ? Oui, ça va créer un peu de fluidité, ça va éviter des effets de bosse trimestriels. Après, c'est pas ça qui va dynamiser réellement le marché, mais ça va permettre de lisser un peu mieux les choses. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que le calcul du taux d'usure tous les mois va donc changer concrètement, Julie ? Ce qu'on pouvait constater, c'est que quand le taux d'usure était calculé trimestriellement, finalement, les quelques semaines qui précédaient l'apparition du taux d'usure, les banques acceptaient qu'on leur réenvoie des dossiers en prévision de l'augmentation du taux d'usure, donc l'activité redémarrait légèrement. Les quelques semaines qui suivaient l'apparition du taux d'usure, donc 2, 3, 4 semaines dans les meilleurs mois, elles acceptaient aussi des dossiers, puisque finalement, elles n'avaient pas encore revu leurs conditions forcément de taux. Et puis ensuite, le mois du milieu, il se passait quasiment rien.
Et puis, il fallait attendre d'arriver 2 ou 3 semaines avant la révision encore trimestrielle pour pouvoir présenter des dossiers aux banques. Donc là, on peut se dire qu'avec un calcul mensuel, même si le taux d'usure va augmenter moins, encore qu'il a quand même augmenté de 0,22%, donc c'est quand même assez important, on devrait éviter d'avoir, ce qui est bien d'être dit, effectivement, ces à-coups, ces bosses, et puis surtout des mois où il se passait quasiment rien. Mais donc alors, est-ce que ce recalcul, c'est que du positif ou est-ce qu'il y a quand même des risques pour l'emprunteur, selon vous, Julie ? Alors, de mon point de vue, c'est que du positif, puisque de toute façon, sans ces recalculs, aujourd'hui, il ne pouvait pas emprunter. Donc, je pense qu'il est toujours préférable d'emprunter plus cher que de ne pas emprunter du tout. Et mon problème à moi, aujourd'hui, intermédiaire du crédit, c'est pas le taux auquel on emprunte, c'est de pouvoir emprunter tout court. Et malgré la révision du taux d'usure, ça reste compliqué. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc Villon ? Oui, complètement. Je veux dire qu'on va accompagner le marché beaucoup plus rapidement. Là, il y avait un effet d'éviction, c'est-à-dire qu'on redémarrait bien en début de trimestre et puis ensuite tout s'arrêtait. Donc là, ça va permettre d'accompagner au fil du trimestre et ça, c'est une excellente chose. Jean-Marc Villon, comme je le disais en intro, l'Observatoire Crédit Logement a publié une étude donc, sur la situation du crédit à fin 2022. Selon vous, quelle est la situation du crédit aujourd'hui ? On a eu une année 2022 qui a été très particulière avec un premier semestre qui était encore excellent dans le prolongement de 2021 qui était une très belle année, post-Covid dans un marché dynamique avec des taux bas et puis des taux qui ont commencé à remonter pour toutes les raisons qu'on connaît, une appétence pour l'immobilier peut-être un peu réduite par l'environnement économique qui était quand même un peu plus difficile, puis la guerre en Ukraine et donc le deuxième semestre a été un semestre vraiment très difficile. Et c'est vrai que Crédit Logement, l'Observatoire Crédit Logement a une vision très très en amont de ce qui se passe. Quelquefois on dit oui, les chiffres ne sont pas concordants entre différentes sources, mais nos sources à nous sont des sources au moment où les choses se passent dans l'agence, même bien avant l'offre de crédit. C'est vraiment au moment de la demande initiale du crédit et on voit que le deuxième semestre a été très dur jusqu'au mois de décembre. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'était une année en 2 temps. Julie Bachet, vous êtes d'accord avec cette vision pour cette année 2022 en termes de bilan ? Oui, complètement. Nous, on a eu un premier semestre très bon où on a fortement progressé par rapport à l'année précédente. Et puis un second semestre où, je dirais, à partir de juillet, on a commencé à sentir que ça se tendait dans la capacité pour les banques à pouvoir distribuer du crédit. Et plus les mois ont passé, plus c'est devenu difficile jusqu'à avoir les résultats qu'on connaît fin décembre avec un mois historiquement bas en distribution de crédit. Et ça reste calme, là, y compris en ce début d'année 2023. Oui, c'est calme encore. C'est calme encore. C'est un peu meilleur qu'en décembre. Ouais. On va publier prochainement nos chiffres pour le mois de janvier. Je peux déjà dire que c'est plutôt un peu meilleur qu'en décembre. Les taux continuent de remonter, mais ça, c'est normal. Il va falloir qu'ils s'adaptent parce qu'il faut bien que les banques aient une rentabilité suffisante pour pouvoir proposer et offrir du crédit et donc redéverrouiller un peu le marché. Mais l'environnement général, c'est quand même pas spécialement amélioré. Et donc, même si janvier est un peu meilleur, on est encore loin des plus hauts historiques qu'on a connus il y a maintenant 1 an. Mais selon vous, c'est plutôt calme ou plutôt catastrophique en fait cette année, Julie ? Tout dépend si on est plutôt d'une nature optimiste ou pessimiste, j'ai envie de dire. Donc comme je suis plutôt optimiste, je pense que le début de l'année est calme, qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous pousser à rester positifs. Parce qu'en plus, je pense que le marché devient compliqué parce qu'aussi, il y a beaucoup de communication qui est faite autour du sujet du crédit, la difficulté d'obtenir un prêt, etc., qui peut amener certains candidats à l'accession à se dire finalement, je vais reporter mon projet puisque de toute façon, je ne vais pas pouvoir obtenir mon crédit, etc. Donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est ça reste intéressant de devenir propriétaire. Même avec des taux qui vont flirter avec les 4% d'ici la fin de l'année, l'inflation est à 6 ou plus. Donc, de toute façon, les loyers vont augmenter. Même à 4, c'est plus intéressant d'emprunter que de rester locataire. Donc je pense qu'il faut quand même réaliser ces projets. Je rejoins Jean-Marc sur le fait que le sujet, c'est vraiment la capacité pour les banques à se refinancer et finalement à libérer le crédit. Elles n'ont pas de mauvaises intentions. Elles ne peuvent juste pas prêter parce que ça leur coûte trop cher. Donc le sujet, c'est au-delà du taux d'usure, c'est effectivement comment ce taux d'usure est suffisamment haut pour qu'elles puissent se refinancer à des conditions intéressantes parce que le nerf de la guerre, il est à leur niveau. Si elles ne prêtent pas, je veux dire, ni le Crédit Logement travaille, ni nous travaillons, ni surtout les Français achètent. Est-ce que vous constatez des différences, Jean-Marc, sur les marchés du neuf et de l'ancien ?
Oui, il y en a, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure avec votre précédente invitée. Il y en a, mais en fait, globalement, c'est le marché qui a baissé sur le neuf et sur l'ancien. Il y a des choses différentes qui se passent, mais rappelons-nous quand même que l'essentiel du marché de l'immobilier en transaction, c'est sur l'ancien. C'est 70 à 80% du marché, avec des particularités sur le marché du neuf qui concernent plus les jeunes. Mais globalement, la baisse, elle a été des deux côtés, en 2022 en tout cas. Quelles sont les conséquences, selon vous, Julie, de l'allongement de la durée des crédits ? Alors, l'allongement, de toute façon, il va être limité, puisque les normes du HCSF font que les banques ne peuvent plus prêter au-delà de 25 ans aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit que la durée moyenne des prêts s'est rallongée. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à une durée moyenne un peu inférieure à 17 ans. Aujourd'hui, on est au-delà de 20 ans. Donc, c'est bien qu'il y a une nécessité à augmenter la durée des prêts pour pouvoir continuer d'acheter. Je crains que l'augmentation des taux, qui limite quand même fortement la capacité d'emprunt des clients, ne puisse pas être compensée par une durée qui irait jusqu'à 25 ans maximum. Il y a peut-être à réfléchir à revenir sur des durées plus longues. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait aller sur 30 ans, voire avec certains établissements spécialisés encore au-delà. Donc c'est une question qui va se poser. Parce que nous, on a estimé que cette augmentation de taux, si on se projette sur un taux à 4%, ça va conduire par rapport au taux de janvier dernier à une baisse de capacité d'emprunt de 25%. Même si le marché immobilier devait légèrement baisser, il ne baissera pas de 25%. Donc ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un problème entre ce que les gens peuvent s'offrir compte tenu de leur budget d'emprunt et le coût de l'immobilier. Donc peut-être que revoir la durée maximum, au-delà de 25 ans, ce ne serait pas complètement une mauvaise idée. Vous êtes d'accord ? Vous en parlez dans l'étude d'ailleurs de l'Observatoire Crédit Logement, de cette allongée de la durée des crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de Julie ? En fait, aujourd'hui, on voit que les 2/3 des crédits immobiliers sont faits à plus de 20 ans et pas au-delà de 25 ans, puisque en substance, c'est interdit. Mais avant, c'était beaucoup moins. Si on regarde sur 10 ans, 10 ans auparavant. Et effectivement, les prix de l'immobilier, ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas commencé à baisser, et même s'ils baissent, ça ne sera pas dans les proportions qui seraient suffisantes. Donc, une autre des possibilités, qui n'est pas très agréable pour les emprunteurs, c'est aussi de revoir le périmètre de leur projet, partir sur des choses qui sont potentiellement avec moins de mètres carrés, qui sont moins chères. Donc ça, c'est sûrement un peu douloureux, mais ça permettrait aussi c'est ce qu'on voit chez certains emprunteurs, c'est qu'ils revoient le périmètre de ce qu'ils veulent acheter pour pouvoir retrouver quelque chose qui soit à des prix plus bas, revoir ses critères à la baisse. Il est sûr qu'on vient d'une période très spéciale où on a des taux, on n'a jamais connu, on a eu des taux jusqu'à moins de 1% sur des crédits immobiliers longs, avec des durées qui ont augmenté, donc des capacités d'emprunt qui ont été phénoménalement augmentées pour les emprunteurs. Et là, il y a un retour en arrière qui est assez brutal et qui ne se réglera pas simplement par les prix. Ça, c'est sûr. Il y a un autre sujet important, Jean-Marc, que j'aimerais qu'on traite, c'est la transformation des profils des emprunteurs. Qu'est-ce que cela implique selon vous ? En fait, le profil des emprunteurs, il s'est transformé pas simplement en 2022, mais il a déjà largement commencé à se transformer en 2021. Ça s'est confirmé, concrétisé en 2022. Ça, ce sont les mesures de limitation du HCSF qui ont conduit en partie à ça. Aujourd'hui, pour avoir un crédit immobilier, au-delà du fait que ça coûte plus cher parce que les taux ont remonté, il faut de l'apport. Ça, les jeunes, ils n'en ont pas, souvent pas, ou alors il faut que ça vienne de la famille, mais c'est pas possible pour tout le monde. Les taux ont remonté, les jeunes ont souvent des plans de financement qui sont, c'est normal, par nature, les plus tendus possibles. Donc à partir du moment où on a eu des taux qui ont commencé à remonter, des limitations dans les durées et la nécessité d'avoir un apport par la limitation du taux d'endettement, eh bien forcément, ça a sorti pendant un certain temps les jeunes primo-accédants. Après, la hausse des taux, elle a aussi sorti d'autres emprunteurs qui ne pouvaient plus emprunter parce que les banques n'étaient pas en situation de leur prêter pour des questions de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on a eu des transformations, mais il y a aussi eu des rééquilibrages en fin d'année 2022. D'accord. Vous êtes d'accord, Julie, avec cette transformation des profils des emprunteurs ? Oui, alors je dirais que ce sont aussi fortement touchés les investisseurs. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas d'investisseurs, eh bien, ça limite le marché de la location également. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même avec les normes du HCSF qui limitent notamment l'endettement à 35%. Ça ne me semble pas la seule approche à avoir quand on est sur des profils qui gagnent 10 000 euros ou plus par mois. L'endettement n'est pas le sujet. Le sujet qui est important, c'est plutôt une approche en reste à vivre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Et c'est vrai que ces normes qui finalement empêchent une approche en différentiel sur le calcul des revenus locatifs, qui limite à 35%, qui limite à 25 ans, ça fait tout une accumulation de normes qui rendent l'accès au crédit difficile, effectivement, pour les primo-accédants, mais pas seulement, pour les investisseurs aussi,
y compris pour des personnes qui ont des très beaux profils aujourd'hui, puisque le coût de la ressource est tellement élevé que les banques perdant de l'argent sur chaque crédit, moi je vois aujourd'hui des profils pour lesquels on aurait pu avoir des banques qui se seraient battues pour financer le dossier, qui aujourd'hui disent non, je ne le veux pas, parce que c'est 1 million d'euros, et c'est trop, et je préfère faire 3 dossiers à 300 000 qu'un dossier à 1 million. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même ubuesque, où on va financer des profils qui sont parfois un peu limite, et où on va exclure du marché des personnes qui ont un très beau profil pour des raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles pour l'emprunteur en tout cas. Oui, pourquoi en fait ils privilégient des dossiers, disons à 300 000 plutôt qu'à 1 million? Parce que le coût de la ressource est tel aujourd'hui que sur chaque prêt immobilier, la banque perd de l'argent. Et plus le crédit est important, plus elle va perdre de l'argent. Donc elle va limiter et choisir vraiment les profils. Donc on a beaucoup d'établissements qui aujourd'hui n'acceptent que des prêts d'un certain montant, mais qui ne dépassent pas un autre montant, des profils avec un minimum de revenus de 5 000 euros par exemple. Donc il y a une sélection qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai reçu un barème ce matin, si vous gagnez moins de 30 000 euros à l'année, le taux qu'on vous propose, c'est 3,50. Le taux d'usure étant ce qu'il est, de toute façon, ça veut dire que vous ne pouvez pas emprunter. Donc le marché fait que il y a une exclusion des profils, de certains profils, petits profils ou gros profils, parce que si la banque vous dit je ne prêterai pas plus de 300 000 euros, là aussi, les gros profils, du coup, ils sont exclus. D'accord. Est-ce que, selon vous, on a parlé de l'inflation rapidement en début d'émission, est-ce que c'est la seule cause de la chute des productions des crédits immobiliers, Jean-Marc ? L'inflation ? Oui. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors bien sûr, l'inflation, elle joue sur les taux, ça c'est sûr. Ouais. Inflation veut dire hausse des taux des banques centrales, et puis on sait que c'est pas fini, parce qu'effectivement il faut freiner l'économie, c'est la seule façon dont on sait gérer l'inflation. Donc forcément tout ça se retranscrit sur les taux des crédits, qui d'ailleurs n'ont pas remonté autant sur les crédits immobiliers que les taux sur les marchés financiers. Les banques ont absorbé une partie de cette hausse. L'inflation, elle joue sur le prix des matières premières, elle joue sur beaucoup d'autres choses. Après, il y a l'environnement économique et les perspectives qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a probablement un certain côté anxiogène qui peut amener à différer un certain nombre de projets. Les développements de la guerre en Ukraine, ce qui pourrait se passer sur l'évolution économique dans les temps qui viennent. Donc ça peut amener à différer des projets. Et puis ce qui amène aussi à différer les projets, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le bon financement au bon taux qui permet de passer. Je pense qu'il y a plein de dossiers qui n'ont pas pu se faire pour ces raisons-là. Pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle quand même des perspectives pour l'année 2023. Est-ce que, Julie, selon vous, ce recul devrait se poursuivre ? Non, alors nous, on espère que d'ici la fin du premier semestre, les choses devraient s'améliorer avec une stabilisation des taux européens qui permettrait aux banques de revenir sur le marché du crédit. Toutes ont des objectifs conséquents quand même de distribution de crédit immobilier sur l'année 2023. Donc plus tard, l'activité va démarrer, plus ce sera difficile de les tenir. Donc nous, on reste confiants. On sait que à minima, le premier quadrimestre va être difficile. D'accord. Au pire, le premier semestre. Okay. Pendant ce temps, on s'occupe aussi de d'autres sujets, puisque l'un des enjeux aussi pour 2023, ça va être tous les sujets de rénovation énergétique. Il y a des enjeux forts là-dessus, et nous, on accompagne aussi ceux qui sont déjà propriétaires et qui ont des besoins de rénovation énergétique. Donc, on reste confiant pour l'année 2023. Je pense qu'on va avoir l'inverse de l'année 2022, où le premier semestre était très dynamique et le deuxième assez calme. On espère que 2023, ce sera le miroir à l'envers. On espère. Merci beaucoup, Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, et Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine et de faire un état des lieux de l'année 2022 en crédit immobilier, quelques perspectives pour 2023. Et merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.